Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira, comme d'habitude. Débrief-nous un petit peu ta semaine, Kira. Bonjour à tous, semaine ma foi fort sympathique, j'ai eu le temps de beaucoup jouer, donc j'ai terminé mon test de la semaine bien sûr. J'ai également fini le jeu Spider-Man Miles Morales que je n'avais pas fait, que j'ai pas mal apprécié, et j'ai fini la saison 2 de Ted Lasso, donc ce fut une bonne semaine, j'ai beaucoup aimé également, je la trouve un peu en deçà de la saison 1 mais j'ai trouvé ça très cool, donc j'ai hâte d'attaquer la saison 3. Et toi ? Pas beaucoup de surprises, je suis sur Final Fantasy XVI évidemment, j'y passe beaucoup de temps. D'ailleurs mon pseudo Sid a pris un bond de charisme grâce à ce dernier épisode, j'ai beaucoup de chance. Le personnage de Sid est trop cool dans le nouveau FF. Sinon j'ai regardé un film que tu avais déjà vu, Spider-Man Across the Spider-Verse. Quelle claque graphique quand même ce film, c'est ouf. Ouais, j'ai vraiment adoré aussi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon j'ai fini la saison de Silo sur Apple TV+. Ah ça y est, c'est fini ? Ouais, ça y est, c'est fini. Le final de la première saison est tombé là vendredi. Bon, je vais attaquer. Franchement, faut que tu regardes, ça vaut le coup, c'est très bien. Bon, je vais attaquer ça alors. Et dis-nous quel est un peu le sommaire du podcast. À quelle sauce on sera mangé ? On va parler d'une arlésienne du jeu vidéo, on va parler un petit peu de Starfield, on va faire un petit retour sur Final Fantasy XVI avant le grand test. On va parler du Annapurna Showcase qui a eu lieu il y a quelques jours, d'un nouveau partenariat avec Microsoft également. Le test de la semaine, ce sera Alien Dark Descent. Et pour finir, en sujet hors sujet, on va parler d'un gros lézard radioactif qui est Godzilla. Que personne ne connaît bien sûr. Générique, on attaque ? C'est parti. L'arlésienne du jeu vidéo en ce moment, c'est Baldur's Gate. Il a beaucoup fait parler de lui. Et cette fois-ci, il fait parler de lui en bien. Mais avant de sortir la news, est-ce que je dois présenter Baldur's Gate vraiment ? C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en tout cas un jeu de rôle adapté de la saga mythique Donjons et Dragons. En plus, comme on est tous les deux des rôlistes, forcément, ça nous parle quand même un petit peu ce genre de saga. Forcément. Et le premier épisode donc date de 98. Le deuxième a été fait dans la foulée en 2000. Et là, on est en 2023 pour avoir le troisième volet. Il n'est pas développé par BioWare comme les deux premiers. Il est développé par l'Ariane Studio, un studio belge que moi personnellement j'adore parce qu'ils avaient fait sur PC Divine Divinity, qui est un très bon RPG, un peu sous-coté, alors que franchement il est bourré de qualité. Donc c'est ce qui m'a fait dire, si tu veux, Kira, que ce Baldur's Gate 3, voilà, il y a derrière, il y a des gens qui sont hyper compétents. Il y a de l'ambition, quoi. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est assez rare, mais ils annoncent que le jeu va sortir avant la date prévue, donc 4 semaines avant. Sur PC, il va sortir le 3 août prochain, donc tout bientôt. Et sur PS5 le 6 septembre. Tout proche, en plein dans le trimestre de l'enfer, comme j'aime le surnommer, où tous les jeux vont sortir. C'est vrai que ça va faire encore un gros jeu de plus à tester. Et quand tu parles de gros jeux, justement, tiens-toi bien, parce que j'ai récolté quelques petits chiffres qui ont été distribués, ou enfin annoncés sur le jeu. Donc il y a 170 heures de cinématique. Donc on rigole un petit peu avec FF16 qu'on a 11, mais là on a 170 heures de cinématique. Il y a 11 races différentes avec lesquelles on peut mettre 31 sous-races. Donc par sous-race on entend par exemple les elfes, il y a les hauts elfes et les elfes des bois. Plus de 1000 personnages, PNJ à qui on peut discuter. En termes de dialogue, ils se sont amusés à comparer ça avec Le Seigneur des Anneaux en disant qu'il y avait plus de dialogue que dans les 3 trilogies du Seigneur, enfin dans les 3 films du Seigneur des Anneaux. D'accord. Donc ça m'a fait pas mal rire aussi. Ouais. Ils aiment se faire mousser un peu, non ? Franchement, c'est la surenchère, tu vois. Il y a 600 sorts et actions différentes, 300 capacités passives. Le jeu va tourner en 60 FPS sur PS5, donc ça tant mieux. Il y aura 12 classes jouables, 46 sous-classes. Non mais, par exemple, le paladin, on va pouvoir le décliner en 4 classes différentes. Le mage en une dizaine de classes, dont le nécromancien, l'illusionniste, l'enchanteur, le conjurateur. Enfin bref, je te laisse imaginer la panoplie que ça représente. Et on pourra aussi, ils l'ont précisé, faire des romances. Donc voilà, lier des histoires d'amour avec tous les personnages qui sont disponibles dans l'aventure. Donc autant dire
qu'en termes de contenu colossal, là je pense qu'ils en imposent quand même avec ce Baldur's Gate 3. Oui, le jeu a l'air gargantuesque. Pour la PS5, tu vois, il va sortir le 6 septembre. Donc ça va être un petit peu... Xbox aura son très très gros RPG avec... son jeu de rôle avec Starfield. PlayStation pourra, et peut-être qu'ils vont miser là-dessus sur cette sortie de Baldur's Gate, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, et je voulais rebondir un petit peu là-dessus, Kira, c'est qu'une version, tu vois, j'ai pas parlé d'Xbox et de date de sortie pour l'instant, pourtant c'est pas un jeu exclusif PS5, mais les développeurs, ils ont expliqué quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que le jeu est en développement, donc il arrivera pour les joueurs Xbox, rassurez-vous, vous l'aurez, il n'y a pas de débat. La version même série X est visiblement prête, mais la version série S, ils sont en train de galérer dessus, parce que forcément c'est une console qui a beaucoup moins de capacité, et tu l'as dit, le jeu est gargantuesque. Sauf que j'imagine que dans le cahier des charges de Microsoft, quand le jeu sort sur série X, il doit sortir sur série S avec la même qualité de service. Donc c'est clairement aujourd'hui la version série S qui est en train de retarder la sortie sur Xbox. Et maintenant qu'on passe vraiment sur des jeux next-gen, ma question est celle-ci. Est-ce que, tu vois, la série S, c'était pour nous un coup de génie marketing, et je continue à le penser, mais est-ce qu'avec le temps, ça va pas devenir un petit boulet technique quand même pour les grosses sorties de jeux si importants? C'est sûr, et c'est même déjà le cas, parce que sur Redfall, déjà, ils avaient galéré avec la série S pour faire tourner le jeu et le sortir dans les temps. Donc, quand on voit dans quel état est sorti le jeu, on peut se dire qu'ils ont dû vraiment galérer dessus, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une console qui est vraiment moins chère et qui se vend beaucoup, surtout au Japon, mais pour ceux qui recherchent de la claque graphique, en fait, je pense qu'à moyen terme, ça va limiter la qualité graphique de leur jeu, en fait, tout simplement, parce que forcément, l'expérience. Ils vont devoir se mettre des limitations à cause de la série S, bien que la série X peut aller beaucoup plus haut, quoi. Donc, après, pour la série S, ils avaient prévu à une époque, est-ce que c'est toujours d'actualité, c'est de booster un petit peu la console grâce au cloud, en fait. Donc, les gens qui ont une connexion suffisamment puissante peuvent se permettre de jouer un jeu sur série S avec une meilleure qualité, car il y aura une partie générée par le cloud et l'autre partie générée par la console. Donc, à voir si ça se fera. Ouais, c'est une technologie un petit peu d'avenir, ça permet de sortir du hardware moins puissant, moins coûteux, et quand même d'avoir les bénéfices d'une grosse console ou d'un gros PC sous couvert d'une connexion internet toujours. Donc c'est à dire quand ta connexion est plante ou que ton serveur est planté, tu peux plus jouer. Il y a eu ce drama un petit peu sur Diablo, moi qui me scandalise. Pour jouer à Diablo en solo, pendant un week-end quasiment, leur serveur était tombé, donc tu pouvais pas jouer à ton jeu. C'est ça, c'est un scandale. Je trouve ça horrible. T'achètes ton jeu solo, tu le payes cher, et en plus, tu peux pas y jouer parce que ta connexion, même pas ta connexion internet, les serveurs ont planté. Mais je crois qu'ils avaient déjà fait le cas, le coup sur Diablo 3 de mémoire. Ouais, Blizzard, ils sont coutumiers un petit peu de ce fait-là, et ça, je trouve ça vraiment dommageable. En parlant de polémique, je vais parler de la grosse polémique de la semaine, en fait, donc sur Starfield. Donc, on le savait déjà que malheureusement, la version collector de Starfield, à 300 balles, bien sûr, ne contiendra qu'un code de téléchargement pour le jeu inscrit sur une petite plaque de collection. Mais ce week-end, un tweet provenant du support technique de Bethesda laissait entendre qu'aucune version physique n'inclurait de disque pour le jeu. Donc un tweet qui a été effacé dans la foulée, qui a tout de même mis le feu au réseau social, et qui a demandé à Bethesda d'éclaircir la situation. Donc c'est la grosse sortie du Game Pass, mais certaines personnes veulent profiter du jeu dans sa version physique, qu'ils soient non abonnés ou même les collectionneurs, tout simplement. Bethesda a quand même confirmé que oui, l'édition standard physique de Starfield disposerait bien d'un disque. Le seul moyen d'avoir le jeu sur ce disque, donc, sera quand même l'édition standard. Donc bonne nouvelle pour les collectionneurs, ou pour les gens qui n'ont pas une connexion de folie. Mauvaise nouvelle toujours pour la version collector. Après, ils annoncent que la version collector n'a pas de disque pour éviter, donc, en gros, pour justement les gens qui ont une série S, encore une fois, puissent acheter l'édition collector s'ils le souhaitent, parce que la série S n'ayant pas de lecteur, en fait, ils mettent un code pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, moi je trouve ça un peu pérave comme explication, mais bon, voilà, ça c'est leur explication. En tout cas, bonne nouvelle, il y aura bien une version disque. Alan Wake, on sait toujours pas, par contre, mais là il y aura bien une version disque. Ouais, c'est vrai qu'Alan Wake, on sait toujours pas, mais pour Starfield, c'est bien. Après, ils ont démenti assez vite. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait déjà plein de gens qui ont relayé la sauce à prix. Les gens ont commencé à faire, comme tu dis, un peu se plaindre sur les réseaux pour que tout de suite après ce soit démenti. Donc bon, ça c'est le problème avec l'information qui va si vite sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, là, il y a
plus vraiment de débat, à part c'est vrai sur cette édition collector, mais encore que, tu vois, presque j'en arrive à m'habituer, c'est triste. Avec ma version Final Fantasy XVI Collector, j'avais le jeu avec la boîte physique et 2 steelbooks en plus. Ah oui. Square Enix, Ouais, moi ça m'embête parce que clairement j'ai commandé l'édition à 300 € pour la montre déjà parce que je la trouve super belle, mais ça m'embête de pas avoir de disque. C'est vrai que bon, peut-être que par la suite je l'achèterai quand il sera en petit prix histoire de l'avoir dans ma collection. Mais oui, c'est... Ouais, pour tes bibliothèques. Voilà, c'est vrai que le dématérialisé prend de plus en plus le pas maintenant. Hein, et là encore une fois, ça se voit. Ouais, et puis il y avait un développeur qui disait justement, les gars d'Alan Wake, qui expliquait que les versions physiques c'est un peu problématique pour eux parce que quand tu es à la bourre sur un jeu, ils sont obligés dans une version physique de livrer quand même un jeu qui est fini. Donc s'ils sont très en retard, de pas faire de version physique et de faire que du numérique, comme ça jusqu'au tout dernier moment ils peuvent peaufiner leur jeu. Et ça, tu vois, ça montre bien que tout le monde travaille un petit peu dans l'urgence sur les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a des patchs Day One qui pèsent très lourd. Enfin bon, c'est quand même quelque chose qui est assez problématique aujourd'hui, je trouve, dans le secteur. Oui, puisque quand un jeu physique, quand un jeu passe Gold, généralement c'est un mois avant sa sortie, le temps qu'il puisse presser les disques en fait. Donc pendant le mois qui sépare de la date de la sortie, c'est là qu'ils font les fameux patchs Day One, qui sont plus ou moins conséquents. Et c'est vrai qu'on a déjà vu sur des jeux 100% dématérialisés avoir... on va dire le jeu total que la veille en fait. Pour continuer. D'accord. Non mais c'est l'émotion là, je vais parler de Final Fantasy XVI, rends-toi compte. Le jeu qui me bouleverse, je sais même plus comment en parler. Non, c'est Final Fantasy XVI. Donc on n'a pas fini le jeu. Voilà, donc petit disclaimer, je sais que la chronique est très demandée, mais bon, on met toujours un point d'honneur à aller jusqu'au bout de nos jeux pour faire les chroniques, mais on peut quand même en parler. Vous voyez, Final Fantasy XVI. Là, on va parler des chiffres de vente qui sont sortis. Donc on craignait un petit peu ensemble Kira, est-ce qu'il va bien se vendre au début ou pas. Les chiffres sont tombés, c'est tout à fait honorable. Donc ils ont distribué et vendu en démat environ 3 millions de copies, un petit peu plus. Donc toujours à titre de comparaison, FF7 Remake avait fait 3,5 en 3 jours, FF15 avait fait 5 millions en une journée. Après, pour relativiser aussi un petit peu tout ça, on est sur des parcs de consoles beaucoup moins installés. Quand FF7 Remake fait 3,5, il est sur 115 millions de PS4. Là, il fait 3 millions en 6 jours, FF16, mais sur entre 35 et 40 millions de PS5. Donc on peut se dire presque 10% des joueurs ont investi dans FF16. Ça, je trouve que quand même, c'est assez frappant. C'est parlant, tout à fait. Ouais, c'est parlant, comme ça. Aussi, on peut dire RE4 Remake avait fait 3 millions en 2 jours. Donc, on est vraiment sur des chiffres qui sont intéressants. C'est le meilleur lancement de jeu PS5 au Japon. Donc ça, c'est un peu moins surprenant parce que, évidemment, Final Fantasy au Japon, c'est très très plébiscité. Mais dans cette stratégie qu'a Square Enix, ce Final Fantasy XVI, c'est pas un jeu comme les autres, c'est pas un Final Fantasy comme les autres. On sait que Yoshida, le producteur, voulait faire de ce jeu un jeu qui se veut plus accessible, plus ouvert pour rajeunir vraiment la licence. Il avait fait beaucoup de sondages, ils avaient beaucoup questionné les joueurs autour de la licence Final Fantasy et ça revenait que dans toutes les populations interrogées, ça avait l'air d'un jeu, une licence qui était vieillissante, qui était moins attractive. Et là, Yoshida, il a vraiment cassé tous les codes. Et pour y jouer beaucoup en ce moment, c'est vrai, hein, on a la notion de RPG un peu plus light, sans perdre la côté stratégique avec le gameplay. Ils ont enlevé le tour par tour. Moi, perso, je trouve ça très bien et ils ont raison de faire évoluer cette série. Ils sont partis sur de la dark fantasy un peu on a tous vu un petit peu la ressemblance avec Game of Thrones. Même la communication avec un chara design plus adulte, des personnages qui sont plus occidentalisés, je trouve, dans les costumes, l'apparence, même le game design, il y a des sauvegardes quand on veut, on peut se téléporter, le craft est simplifié, il y a une base de connaissances accessible à tout moment dans le jeu, ce que je trouve génial, les déplacements rapides sont facilités, il y a un mode histoire aussi pour être 100% accessible et basé uniquement sur l'histoire, et aussi ce jeu d'équipement qui permet d'automatiser certaines actions dans le gameplay. Bref, mes premiers instants sur Final Fantasy XVI, j'ai vraiment perçu cette volonté, en tout cas de Yoshida et de Square Enix, de faire un jeu
plus accessible, plus ouvert au grand public, plus occidentalisé. Est-ce que toi aussi tu as eu ce ressenti? Alors moi c'est vrai que je suis qu'au début, je dois être à 2-3 heures de jeu maximum. Je l'ai commencé hier, je crois. Donc c'est vraiment tout frais. Moi ce que je te rejoins sur beaucoup de points. J'apprécie beaucoup le nouveau système de combat, le tour par tour. Je vais me dire ça fait quand même du bien que ça ait été remplacé. Même si j'aime beaucoup le tour par tour pour certains types de jeux, c'est vrai que là ça permet aussi d'avoir une ambition dans la mise en scène qu'on n'avait pas forcément avant en fait. Et du coup on se retrouve avec un jeu qui est quand même beaucoup plus frénétique par moment, que ce soit au niveau des combats bien sûr, mais aussi au niveau de la mise en scène entre les combats, donc sur tous les passages on va dire qui sont censés être plus calmes. On a des mouvements de caméra qui sont beaucoup plus insistants sur certaines petites choses. Vraiment, on a même certaines émotions qui peuvent on va dire être transmises sans que les personnages parlent en fait. Et ça pour moi c'est la grosse évolution de ce que j'ai vu en tout cas sur ce Final Fantasy comparé aux autres. Après c'est vrai que je suis pas un grand fan de Final Fantasy, j'ai beaucoup aimé le 15, le 7 je vais le faire juste derrière dans la foulée, mais ce que j'en vois là c'est vraiment quelque chose de très mature, très adulte en fait, mais il y a quand même cette innocence que on va dire, la saga contient quand même cette petite innocence du JRPG traditionnel, ce côté un petit peu bon enfant par moment. Donc on est vraiment sur quelque chose non seulement de nouveau, qui peut plaire à des nouveaux joueurs, mais aussi quelque chose qui pourra plaire aux anciens joueurs si ils ont envie d'ouvrir la porte à de nouvelles mécaniques, bien sûr. Oui, pas complètement, tu vois, on n'en avait pas trop discuté jusqu'à maintenant, et je découvre un petit peu ton avis, que je partage complètement. Il y a beaucoup j'ai vu des gens dire c'est pas un Final Fantasy. Bon, déjà, je pense, on est qui pour dire à Yoshida que c'est pas un Final Fantasy, alors que le gars, c'est un taulier chez Square Enix, il a redressé Final Fantasy XIV. C'est vrai. Et en plus, dans ces mécaniques qui sont un peu brutes, parce que c'est vrai que le jeu est simplifié, il est pas simpliste, il est simplifié. En fait, je trouve quelque chose de très rafraîchissant, parce qu'ils auraient pu nous faire un énième monde ouvert avec tout ce que ça comporte comme standard que l'on connaît aujourd'hui, mais on est dans une histoire plus linéaire, vraiment basée sur des moments plus intenses, des moments de calme qui servent de faire valoir vraiment à ces moments de très haute intensité, que je trouve assez inédits. C'est rare les jeux qui misent vraiment sur une très haute intensité. Donc moi je le trouve vraiment rafraîchissant dans ses mécaniques, bien que simple, c'est vrai, plus simple que les autres Final Fantasy. Mais pour moi on est complètement dedans. La proposition est très pertinente, je trouve, dans le monde vidéoludique actuel. Et j'ai hâte en tout cas de partager la chronique sur le jeu, qui sera évidemment plus complète que ce ressenti-là à mi-parcours. Je suis à peu près à 60%. Oui, puis d'ici là, j'aurai avancé un petit peu plus aussi, donc on pourra échanger un peu plus justement sur le titre. Avec grand plaisir. De mon côté, je vais parler de Microsoft, donc qui signe un partenariat avec 11-Bit Studio. Donc, est-ce que tu connais le studio en question ? Alors, je connais très bien le studio parce qu'il y a deux licences qu'on adore. Enfin, si je me trompe pas, c'est The War of Mine que toi tu adores et Frostpunk, qu'on adore tous les deux. Exactement. Justement, je l'ai dit. 2 titres sont des chefs-d'œuvre pour moi, The War of Mine et Frostpunk. Donc, tu vois, c'était dans mon petit paragraphe. Donc le conseil d'administration du studio en fait affirme avoir conclu un accord avec Microsoft afin de rendre certains jeux de leur portfolio accessibles dans le Game Pass. Alors ils ont dit, nous tenons à souligner que les droits sur les jeux restent la propriété de notre société. Nous sommes convaincus que la mise à disposition de nos jeux dans le programme Game Pass aura un impact significatif et positif sur nos résultats financiers dans les périodes à venir. Les listes des jeux inclus dans cet accord sera dévoilée ultérieurement. Donc 11-Bit Studio est un studio de développement de jeux basé à Varsovie et fondé en 2010 par des anciens membres de CD Projekt. Donc c'est pas des clodos quoi. Donc comme j'allais le dire, 2 de ces titres sont pour moi des chefs-d'œuvre du genre, donc This War of Mine et Frostpunk. Et actuellement donc le studio travaille sur 2 projets. Donc le premier s'appelle Frostpunk 2 bien sûr. Le deuxième, je n'ai pas réussi à trouver le titre et il se murmure que justement ce jeu ferait partie du deal en question. Donc il est possible qu'on ait un Frostpunk 2 Day One sur le Game Pass, donc ce qui serait quand même très très cool. Donc je pense que derrière, financièrement, Microsoft a dû mettre la main au porte-monnaie quand même, et c'est vrai que ça reste un petit studio indépendant de base, donc c'est bien, c'est que ça leur fait quand même une sacrée vitrine pour pouvoir communiquer leurs titres qui sont quand même
très atypique, et à côté Microsoft, ça leur permet d'avoir des petites pépites comme ça à nous sortir ponctuellement sur leur Game Pass. Franchement, c'est une très très belle collaboration, hein. Mais en plus, j'imagine que ça va concerner aussi le Game Pass PC, parce que c'est des jeux qui sont jouables sur console, mais qui ont une aura sur PC, une facilité avec le clavier souris, etc. Exactement. Donc quand j'ai vu ça aussi, je me suis dit que c'est vraiment un très très beau deal. Non seulement c'est un beau deal, mais en plus c'est bien, c'est que ça valorise le jeu vidéo européen. C'est vrai que de plus en plus de jeux sortent de nos contrées, hein, que ce soit française ou bien sûr plus Europe de l'Est. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre parler de ces jeux-là, parce que c'est vrai que nous, c'est un sens, on y accède très facilement, mais dans certains pays, pas du tout en fait, hein. Et là, au final, ça leur permettrait peut-être de localiser leur jeu dans la langue du pays en question, et pourquoi pas le sortir au Brésil, au Mexique, dans des pays, on va dire, plus éloignés, et qui n'ont pas coutume de ce genre de jeu. Oui, et puis le sortir sur le Game Pass, ça permet aussi à ce studio de vraiment se faire connaître, d'étendre leur popularité, leur image, donc moi je trouve que c'est pertinent dans ce cas-là, en effet, d'intégrer le Game Pass. C'est un bon deal. Et pour finir, parlons d'un petit studio, non pas si petit que ça, mais d'un éditeur qui fait parler de lui, c'est Annapurna Game. Donc Annapurna, c'est les jeux Stray, le jeu Stray, Journée, Neon White, Solar Ash, donc des jeux populaires pour les amateurs de jeux indépendants, mais quand même on est sur du double A maintenant, c'est des belles productions quand même que Annapurna édite. Et, on sait que là ils sont sur le coup pour éditer le jeu Silent Hill Townfall, tu sais, la version un peu narrative de la licence, oui. Ou le jeu Cocoon aussi, qui a l'air très joli, qui a vraiment fait parler de lui pendant le Summer Game Fest. Et Kira, pourquoi j'ai fait cette news ? C'est juste pour toi, parce que durant ce showcase, donc je ne vais pas beaucoup parler du showcase parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes à part cette annonce, une annonce tonitruante d'une licence que tu adores. Est-ce que t'en as certainement entendu parler ? Est-ce que tu vois de quel jeu je vais parler ? Alors bien sûr, oui, j'en ai entendu parler. Je vais déjà le mettre sur ma checklist, clairement. Ça m'a donné envie de revoir les films. D'ailleurs, c'est Blade Runner 2033. Exactement. Grosse surprise, on s'y attendait pas. Pas du tout. C'est vraiment une annonce qui est arrivée comme ça durant ce showcase, qui a pris d'ailleurs toutes les lumières du showcase. Donc Blade Runner 2033, Labyrinthe, exactement. Donc a priori, il se passera vraiment entre les deux films. Donc le film de 1982 et le film de 2017, Blade Runner 2048. Donc l'intrigue se passera entre les deux, plutôt vraiment même d'ailleurs tout juste à la fin, je crois, du premier film, à confirmer. Mais il y a aussi quelque chose qui est étonnant, parce que Annapurna Game, c'est un éditeur de jeux. C'est pas un développeur, et là c'est leur premier jeu développé en interne. C'est-à-dire qu'ils se lancent aussi dans le développement de jeux vidéo. C'est leur première production. Et leur premier jeu, tu vois, c'est celui-ci. C'est Blade Runner. Donc c'est plutôt cool. Et ce sera un jeu du coup narratif, où on va incarner un ancien chasseur de réplicants qui serait a priori à la retraite ou au chômage technique parce qu'il n'y a plus trop d'androïdes à chasser. Du coup, on va incarner ce personnage-là qui aura évidemment d'autres missions, d'autres centres d'intérêt pour occuper ses journées. Et voilà, ça prendra place sur un jeu narratif. Le trailer était assez énigmatique. Très joli, j'ai trouvé l'ambiance vraiment top, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Là, j'ai donné les infos qu'on a. J'imagine un jeu à la Détroit, tu vois. Oui, certainement, et puis l'univers s'y prête. Complètement. Avec les androïdes et tout. Et je pense que même que Detroit Become Humans a été peut-être inspiré de Blade Runner aussi en partie. Ah oui, c'est même indéniable, il y a pas mal de petites allusions d'ailleurs, mais c'est vrai que la licence Blade Runner en ce moment commence à bien à fleurir un petit peu partout. On a eu un animé en image de synthèse qui s'appelait Blade Runner Black Lotus sur Netflix, qui était sorti. Non, c'était pas sur Netflix, je crois que c'était sur ADN ou Crunchyroll, je sais plus, qui était sorti, qui avait bien marché. Il y a une série télé qui est prévue pour Amazon, Blade Runner 2099, qui est prévue logiquement pour l'année prochaine. Alors après, avec la grève des scénaristes, ça va peut-être être décalé, mais il y a ça, plus le jeu vidéo qui est annoncé maintenant, il y a des BD, ça devient un vrai univers étendu, c'est cool. C'est top, surtout que c'est un univers qui est ultra riche, c'est pour beaucoup, il y a de l'aspect nostalgie, peut-être même, toi Kira, je pense que Blade Runner, ça fait partie de tes films, tes sagas coup de cœur, donc c'est cool. Il y avait déjà eu un jeu, un point and click qui avait fait
Westwood Studio, je crois, il y a un bail. Je sais pas si tu avais fait ce jeu. Alors oui, il y a un remaster qui est sorti il y a peu d'ailleurs sur Xbox, PlayStation et PC de mémoire. Le truc, c'est que le remaster est vraiment dégueulasse en fait. Je voulais le prendre parce que j'avais adoré le point and click que j'ai fait sur le tard. Le point and click, j'ai dû le faire il y a une quinzaine d'années à peine. Et je me suis dit là, c'était l'occasion. Et en fait, non, c'était pas un bon deal, on va dire. Donc je l'ai pas pris. Après, moi, j'adore la saga Blade Runner. Je l'ai découvert sur le tard, et la première fois que je l'ai vu, je l'avais pas apprécié du tout au premier visionnage, et en fait ce film-là, c'est bizarre, c'est plus je le regarde, plus je suis fasciné par le film. Je l'ai déjà acheté en toutes sortes de versions, DVD, Blu-ray, là je l'ai en 4K, enfin je l'ai... voilà, c'est un de mes films de cœur, mais c'est pas un film que j'ai connu jeune, je l'ai connu vraiment très très tard, je l'ai connu même après la sortie, je crois que c'est en 2007 qu'ils avaient fait l'édition Director's Cut, la vraie version que voulait Ridley Scott, et je l'ai connu après cette sortie-là, c'est-à-dire j'avais pas vu encore la première version à l'époque. Donc, mais je suis très très content et j'ai hâte de voir ça. C'est une sacrée saga avec un univers vraiment époustouflant. Oui, puis moi, quand ça parle de l'humanité, des androïdes, Ghost in the Shell s'est beaucoup inspiré de Blade Runner dans ses thématiques, et le cyberpunk en général. Et quand on pense à un univers cyberpunk, la manière dont on l'imagine, c'est ce qu'on voit dans Blade Runner, c'est ce qu'on voit dans Ghost in the Shell, dans Akira, par exemple. Et cyberpunk 2099, c'est complètement inspiré de ça sur beaucoup de détails, quoi. Donc, non, c'est le cyberpunk tel qu'on le voit vient de Blade Runner. On va faire à suivre. En tout cas, tu seras client de ce jeu-là, je pense. Ce sera Day One très certainement et en chronique. Complètement. Quitte à aller camper devant leur studio pour avoir des news, il n'y a pas de problème. J'adore. Pour continuer, restons dans une saga de SF ultra connue. Tu es dans ton mood Alien, donc tu vas nous parler de Alien Descent. Alien Dark Descent, tout à fait, qui est un petit jeu AA qui est sorti le 20 juin 2023, donc c'est très récent. Un jeu que j'attendais beaucoup, qui a été vendu comme le XCOM dans l'univers d'Alien. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. Donc Alien Dark Descent est donc un jeu de stratégie action en temps réel et en 3D isométrique, donc qui était développé par Tindalos Interactive et édité par Focus Entertainment. Donc c'est situé dans la franchise Alien, bien sûr, mais c'est vraiment l'inspiration du second film, donc du film Aliens. Okay. Concernant le synopsis, donc on est en 2198 dans une station spatiale. Donc cette station est donc victime d'une infestation de xénomorphes qui a entraîné l'activation du protocole Cerberus, le plus extrême déconfinement planétaire. Un croiseur du corps des Marines coloniaux, l'USS Otago, est gravement endommagé lors de la mise en place de ce fameux protocole et se crache sur la planète voisine. Les Marines en question devront combattre l'infestation tout en sauvant autant de colons que possible et rassembler des ressources afin de réparer leur vaisseau et quitter la planète. Donc le pitch à la Alien, un pitch vraiment très classique, mais qui marche super bien. C'est exactement ce que je veux voir à chaque fois, j'en suis très content. Donc le jeu commence donc dans une station spatiale qui n'est pas sans rappeler la station Sébastopol de Alien Isolation. C'est là que se lance le tuto qui nous apprend toutes les mécaniques du titre. Tous les environnements qu'on va voir tout au long du jeu donc sont de toute beauté. C'est souvent sombre, la luminosité est souvent très diffuse. Il y a beaucoup d'effets un petit peu poisseux en fonction des endroits où on va. L'affichage ne bronche pas et le framerate est stable lors des vagues d'ennemis, j'ai eu aucun problème technique là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une vue de dessus, donc en 3D isométrique du plus bel effet. Nous sommes dans des décors très fidèles au lore de la saga. Petit bémol quand même, les visages sont souvent dégueulasses. Les visages des personnages, à part les personnages principaux, sont plutôt jolis. Les visages des Marines en question, ou même des personnages secondaires, sont souvent très très ignobles, surtout lors des gros plans en fait. La partie customisation de Marines aussi, donc c'est là qu'on retrouve un peu le côté XCOM. Pouvoir se créer des Marines, choisir une barbe, un homme, une femme, enfin vraiment on l'adapte, on le customise comme on veut. Et ces Marines-là, on manque de détails de personnalisation, je trouve. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, on a l'impression d'envoyer toujours les mêmes personnes au combat. Donc ça, c'est mon premier point négatif. Grief. Ouais. Là-dessus, c'est le problème. En revanche, dans la partie action du jeu, le jeu ressemble davantage à un Diablo
qu'un XCOM. Donc c'est pas du tout un jeu on va dire un jeu de stratégie au tour par tour. On est dans un jeu d'action. On va avancer avec une escouade de 4 Marines en même temps. Donc avec notre stick, on va appuyer sur un endroit de la map et les Marines vont avancer. Donc soit en marchant, soit en courant en fonction de ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on donne un ordre à un Marines, on peut en donner 3 autres de chaque côté, ce qui permet aux autres Marines de faire quelque chose à côté. Et dès qu'ils ont terminé, ils vont tous se rejoindre systématiquement. Donc c'est un mix vraiment entre Diablo et XCOM par moment. Donc nous sommes dans du combat en temps réel, où l'utilisation des différentes compétences des Marines, là, pour le coup, va ralentir le temps. Ce qui est quand même primordial quand on se fait vraiment attaquer dans tous les sens, ce qui nous permet de venir à bout des différentes menaces. Le placement des Marines et autres accessoires seront également essentiels pour pouvoir survivre, car le jeu est quand même assez difficile. Il y a certains moments, je me suis fait quand même bien rouster. C'est un jeu qui nécessite d'avoir une très grande attention, de voir comment est configurée la map, où placer ses gars, où se mettre pour pouvoir se couvrir. Enfin, il y a un côté stratégique qui est vraiment très présent, mais comme on est sur un jeu en temps réel, ça nous oblige à réagir très vite en fait. Instantanément. Exactement. Par exemple, les Marines ne peuvent pas faire feu en courant. Ils vont courir pour se cacher, mais si on veut qu'ils restent sur leur garde, il faut avancer en marchant. Et donc on va se retrouver à envoyer nos Marines à un endroit sur la map, et ils vont marcher si on veut qu'ils restent aux aguets, mais après ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc c'est à nous de vérifier en même temps que, avec les détecteurs et tous les accessoires, qu'il n'y ait pas des menaces tapis dans l'ombre. La direction, donc comme je disais, la direction artistique en découle une ambiance très glauque. Les 4 Marines avancent souvent éclairés avec leur lampe torche, donc ils avancent pas à pas, sous peine d'être massacrés. Il est possible d'explorer chaque recoin de la map pour trouver du stuff ou des indices, mais les ennemis rôdent, donc il faudrait être vigilant, et plusieurs fois je me suis vu à sursauter alors que je suis quand même sur un jeu en 3D isométrique, donc comme quoi ça fonctionne. Sur la partie stratégie, le studio s'est clairement donc inspiré de XCOM, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les missions principales vous envoient dans des zones en conflit, où on va devoir éliminer les menaces, sauver le plus de survivants possible, trouver du matos pour réparer le vaisseau, et surtout trouver des petites tablettes en fait, où dessus on va avoir le contenu de recherche qu'il pourrait y avoir sur les xénomorphes, ce qui nous permettra de développer notre stuff, mais j'y reviendrai plus tard. Donc cependant, le jeu ne nous plonge pas pour autant dans la répétitivité. Certaines missions vous obligent à défendre une zone, donc ça nous force à penser notre défense en combinant les compétences de nos personnages, en posant des tourelles à un certain endroit, mettre un détecteur à un autre, mettre des mines par exemple. Et donc il faut utiliser le champ de bataille à bon escient. Si on voit qu'à un endroit on a des portes, on peut souder les portes pour les fermer, pour ralentir les xénomorphes de l'autre côté. Donc ce qui nous permet de nous concentrer que sur un seul front et de faire on va dire un goulot d'étranglement. Donc là-dessus c'est très bien pensé. L'ADN XCOM va surtout se retrouver dans les phases dans le hub, comme dans les deux premiers, les deux seuls on va dire XCOM. On va débloquer des nouvelles salles au fur et à mesure, et chacune de ces salles auront une utilité bien précise. Par exemple, l'armurerie nous permettra d'améliorer nos Marines et de les personnaliser, alors que la salle d'entraînement sert à dépenser de l'XP dûment gagné. L'atelier, quant à lui, nous permettra de débloquer et d'améliorer de nouvelles armes et accessoires. À côté de ça, on a les quartiers médicaux, qui eux sont séparés en 2 modules bien distincts. On a l'infirmerie d'un côté pour tout ce qui est trauma physique, et de l'autre côté on a une unité psychiatrique. Pas mal ça. Voilà, tout à fait. Et enfin le laboratoire qui sert à étudier les xénomorphes et les plans qu'on a récupérés lors des missions, et ça nous permet de confectionner des outils adaptés à la menace. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes, quand ils reviennent de mission, parce que souvent ils meurent quand même, quand ils reviennent de mission, en fait, ils doivent se reposer. Donc ils vont se reposer, ce qui va leur permettre d'évacuer certains traumatismes. Donc ils peuvent avoir des traumatismes et des traits de caractère. Il peut devenir lâche par exemple. Il y en a un, il peut devenir claustrophobe, donc ce qui peut être emmerdant quand on l'envoie en mission, tu vois. Et donc c'est à nous de gérer en fait la convalescence de ces personnages là. Donc c'est soit on les laisse se démerder dans leur piole, et à côté de ça le personnage peut devenir suicidaire par exemple, ce qui peut être embêtant, ou fanatique. Mais comment ça s'appelait, Darkest Dungeon, je sais pas si tu te rappelles de ce jeu. Oui, carrément. Ouais. Il y a un petit côté comme ça, et entre si admettons tu envoies 4 Marines faire une mission et qu'il n'y en a qu'un seul qui revient et que ses 3 frères d'âme sont morts, le gars peut avoir de la culpabilité derrière, ça va le déprimer. Faut l'envoyer à l'infirmerie ou essayer de le retaper. Donc c'est super bien foutu, parce que d'un côté c'est tellement punitif quand on perd des mecs, au-delà de les perdre en fait, que les survivants eux aussi ont des problèmes. Donc il faut vraiment
être très très vigilant tout au long de la mission pour essayer non seulement de sauver ces gars et en plus de les faire revenir sans qu'ils pètent des câbles. Ça c'est bien, c'est vraiment tout le sel des jeux XCOM où t'as peur de perdre tes personnages, tu fais vraiment gaffe, t'es dégoûté quand t'en perds un, donc ils ont vraiment bien géré, hein. Ça c'est cool. C'est exactement ça, et en plus donc on va avoir des medikits qui permettent de soigner ces personnages, mais on va aussi avoir des antidépresseurs ou des calmants qu'on peut leur donner avant ou pendant la mission, ce qui va leur permettre de se stabiliser, parce qu'un marine se stresser, il peut tirer n'importe comment et cramer ses munitions, il peut se barrer en courant, essayer de se planquer, il peut faire n'importe quoi, et ça peut tout simplement nous mener à l'échec de la mission. Et le problème aussi, c'est que quand ces marines sont entre guillemets en arrêt, on va se retrouver en fait, comment expliquer ça ? Il y a la salle de contrôle nous permet d'envoyer des marines en mission sur la planète. Donc soit on les envoie dans des missions qu'on ne joue pas, donc là ils nous ramènent du matos ou des choses comme ça, ou sur une map où là on va pouvoir interagir. Le truc, c'est que on va pas envoyer les marines tous les jours, du moins pas les mêmes. Donc ils vont devoir se reposer. Et pendant que ces marines se reposent, des fois on peut ne plus avoir personne à envoyer en mission. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter le niveau d'infestation xénomorphe sur la planète. Donc, en découle un plus grand nombre d'adversaires quand on va revenir sur la map, par exemple, ou des aliens plus gros. Donc du coup, c'est à nous de gérer aussi notre temps, parce que si on décide de prendre le temps pour se dire, je vais revenir quand je serai stuffé pour pouvoir aller attaquer à tel endroit, mais que le niveau d'infestation monte juste de 1 cran, ce qui peut se passer, c'est que ça peut complètement parasiter la mission, en fait. On va se retrouver avec des ennemis cachés un petit peu partout, on va se retrouver avec des facehuggers à certains endroits qu'on n'attendait pas, et là, c'est nos marines à nous qui vont se faire tuer, et j'ai vu perdre des missions en 10 secondes. Je me suis fait secouer toute mon escouade, parce que j'ai pas été suffisamment vigilant et j'ai pas saisi les opportunités pour pouvoir me défendre. Donc c'est très malin ça dans le gameplay, hein, dans le game design. C'est cool. C'est super bien, et surtout ça en fait un des meilleurs, pour moi, un des meilleurs jeux Alien qui est sorti actuellement. Donc bien sûr, vous l'avez compris, c'est un jeu que je recommande. Au niveau des plus, déjà, donc l'univers Alien, pour moi c'est un grand plus forcément. Le gameplay tactique, souvent exigeant. J'apprécie beaucoup. Une très bonne difficulté. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 modes de difficulté. Le niveau normal, c'est le 3e mode directement. Et au-delà, je pense que ça doit quand même être bien vénère, parce que déjà en normal, il y a des fois c'est bien c'était chaud. Bien chaud. Faut être vigilant, comme tu disais, de tous les instants, être attentif, quoi. C'est ça, exactement. Pareil, c'est un jeu, il faut vraiment jouer dans le noir. Il suffit que vous avez une petite lumière dans la pièce ou quoi, comme le jeu est assez sombre et que les xénomorphes sont noirs, et des fois on les voit pas forcément arriver, en fait. Donc il y a des petites indications sur l'écran pour nous dire qu'on a été vu ou des choses comme ça, mais ils peuvent être très rapides et très très létals, on va dire, létaux. Enfin, ils sont très c'est des tueurs, quoi. Donc la direction artistique est très très bonne, les musiques elles sont vraiment excellentes, le bestiaire également, il y a plein de petites, il y a tout le bestiaire classique des jeux Aliens, mais il y a des petites subtilités qui m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi les phases de gestion à la XCOM, du coup, la mise en scène des cinématiques que j'ai trouvé excellente, et le prix, c'est un jeu qui est sorti à 39,99€, donc ce qui est pas trop cher pour un jeu de cet acabit. Mais carrément, c'est bien. Bonne durée de vie. J'ai mis 30 heures à le finir. Sur ces 30 heures, j'avais encore des petites quêtes secondaires à faire, donc je suis encore dessus, donc je pense qu'aux alentours de 40-45 heures pour tout faire. Au niveau des moins, j'ai mis les cinématiques qui sont vraiment vilaines. Vraiment, elles sont dégueulasses, les cinématiques. Je pense que c'est lié aussi au style de jeu, parce que les cinématiques sont faites, alors certaines sont faites avec le moteur graphique du jeu. Mais comme c'est un moteur graphique qui est conçu pour de la 3D isométrique, forcément quand on zoome sur les personnages, c'est pas ouf. C'est souvent le problème, ouais. Par contre, pour les cinématiques, où là c'est de l'image de synthèse, ils ont décidé de leur faire une petite patine à l'Arcane, tu vois, où on a l'impression qu'ils ont été un petit peu peints. Un peu de dessin. Et là c'est très joli. Et pour finir, l'autre point négatif, parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2, il y a peu de personnalisation des Marines, en fait. Pour moi, c'est dommage. Tu le disais, ça c'est dommage dans les jeux XCOM, t'aimes bien te faire ton escouade un peu bariolée, différente et tout, pour identifier déjà tes gars. Et ça renforce, si tu veux, le sentiment d'appartenance. Quand il meurt, t'es vraiment dégoûté quand t'as passé 1 heure à le personnaliser, quoi. C'est ça. Là, on a genre 4 barbes différentes, 4 moustaches, 4 coiffures, garçon, fille, on a quelques fringues et basta, quoi. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. En plus, sur le pack Day One, j'avais eu des costumes en plus inspirés d'Alien 2, tu vois. Mais bon, il y a quoi, une dizaine de costumes différents et ça s'arrête là. Et moi qui aime bien vraiment, comme tu le disais, personnaliser mon escouade, envoyer mes gars, je leur trouve des noms, des choses comme ça et
tout, tout de suite c'est un petit peu, c'est dommage quoi. Donc en conclusion, ce jeu est un jeu que je conseille aux fans d'Alien, bien sûr. Je conseille également aux fans d'action-stratégie, aux fans de Diablo-like également. C'est une proposition qui est quand même assez atypique parce que mélanger les deux genres, qui sont pour moi deux genres opposés, est assez couillu et ça matche bien. On est sur un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année pour l'instant et c'est un jeu au final un jeu que j'attendais, mais j'aurais pas misé une d'aussi grande qualité en tout cas. Oula, peut-être sur ta liste, en tout cas ton top 5 des GOTY de l'année alors peut-être mon cher Kira. Peut-être, oui, peut-être. Il y a des surprises comme ça, on les voit pas venir les jeux, mais ils nous scotchent. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la proposition. Ils ont l'air d'avoir pris la recette XCOM, mais en ayant fait leur rapport et un apport qui me semble être, tu me dis toujours, mais très en rapport avec l'univers d'Alien, où t'as cette pression, t'as ce sentiment de fragilité. C'est ça qu'il y a dans Alien. C'est que t'as des mecs hyper baraques, c'est comme ça que je le perçois moi, mais t'as des mecs hyper vénères et en 2 secondes ils se font dérouiller parce que les aliens c'est juste trop fort. Et j'ai l'impression qu'ils ont bien retranscrit ce sentiment qu'on a dans les films. Exactement, parce que quand on avance avec nos 4 gars, même s'ils sont surarmés et qu'on doit protéger par exemple des civils qu'on a trouvés, qui sont enfermés dans des pièces ou des choses comme ça, c'est là qu'on voit la difficulté, parce qu'ils ont beau être surarmés, on doit protéger les gars et se protéger également nous. Et pareil, on a une escouade de 4 Marines, il suffit qu'il y en a un qui soit blessé, du coup, soit tu choisis de le laisser sur place et il meurt, soit tu peux décider de le ramener en fait au véhicule d'évacuation. Et dans ces cas-là, il y a un de ses comparses en fait qui va récupérer le gars sur ses épaules et lui va pouvoir tirer qu'avec son arme de poing. Et donc du coup, on va se retrouver avec une force de feu qui sera considérablement réduite parce que d'avoir 4 gars, on en a plus que 2 qui tirent avec des mitraillettes. Le 3e, il est au pistolet et en plus, lui, il va être extrêmement lent parce que derrière, il va devoir porter son pote en fait. Donc des fois, le jeu nous incite à faire des choix. C'est est-ce qu'on veut sauver nos 3 gars malgré que l'autre soit blessé? Est-ce qu'on va essayer de le réanimer qu'un medikit alors que derrière, on peut se faire attaquer à tout moment parce que ça demande un petit temps de latence. Donc ça retranscrit vraiment la pression des colons dans Alien. Et c'est pour moi un des meilleurs jeux inspirés de Aliens. Ils ont vraiment compris l'essence du second film. Une adaptation réussie d'un modèle qui existait déjà, qui était très pointu. XCOM, c'est des très bons jeux. Donc ils ont réussi à se l'approprier d'une belle des façons. Franchement, ça donne très envie. Moi, je suis pas trop Alien, tu le sais. XCOM, par contre, c'est une licence qu'on a tous les deux en commun, qu'on adore. Ça, tu vois, ça peut me donner clairement envie de jouer à un jeu Alien. Tu vois, si tu le trouves, pour moi 39€, ça va carrément au niveau tarif ou quoi. Après, c'est vrai que si vous avez des doutes pour on va dire le skin Alien, s'il est à 20-25€, vous pouvez foncer, vous serez pas déçus parce que c'est un jeu qui est quand même du coup assez long, qui est un jeu qui a été fait avec passion et ça se ressent, et surtout qui a tellement de subtilité dans son gameplay que tout le monde va y trouver son compte. Ouais, carrément. Tu avais dit le développeur, c'est qui? J'ai pas retenu. C'est Tindalos Interactive. Moi, Tindalos Interactive, un travail de passion, on les connaît pas. Enfin, moi, je le connais pas du tout. Et ils ont l'air d'avoir fait quelque chose de bien. Tindalos Interactive, en fait, a produit des jeux Game Workshop. Donc, c'était Alien Dark Descent, donc un très bon jeu, je vous le recommande. On va regarder ça de très près. Là, c'est l'instant, mon cher Kira. Auto-promo, donc est-ce que tu peux dire un petit peu où on peut nous retrouver, le laïus habituel, mais qui nous fait toujours plaisir. Alors bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur j'allais dire Xbox, PlayStation et tout, mais non, c'est pas ça. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter. Nos 2 pages sont alimentées régulièrement, que ce soit par Sid ou par moi-même. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet latavernedugamer.fr, ce qui vous permettra d'écouter les podcasts directement sur votre PC sans passer par une application comme Spotify ou même Apple Podcast. Donc ce qui est bien, c'est que ça évite aussi de s'identifier, ça permet de l'écouter comme on veut plus rapidement. Donc n'hésitez pas à nous faire également des retours sur les news, sur notre test, comme vous le faites déjà en ce moment. Donc merci beaucoup. Et à partir de là, ça nous donne envie de continuer. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça fait un peu dalleux, je sais. Mais c'est vrai que depuis qu'on le dit, on en a. Donc moi, j'en profite. J'avoue, ça fait un brin dalleux. Mais au-delà de ça, franchement, ça fait toujours plaisir. Là, on a eu un commentaire de Liga Industrie il y a un petit moment, mais on se dit que les 5 étoiles, on peut les citer,
parce que c'est de la reconnaissance et on lit tous vos commentaires et vos 5 et enfin pas que les 5 étoiles, mais en tout cas on lit toutes les notes. Et il nous disait Ligue Industrie qui ressentait bien dans notre podcast la passion du jeu vidéo. Et finalement, c'est la seule chose qui nous anime. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est partager notre passion. Donc je suis très content de ce commentaire. Il a tout à fait perçu l'enjeu du podcast. Donc ça fait chaud au cœur. L'esprit. Oui. Et enchaînons, continuons sur le sujet hors sujet. Donc si vous êtes nouveaux auditeurs, parce qu'on a pas mal de nouveaux auditeurs en ce moment, on parle de jeux vidéo toujours, mais on s'accorde à la fin du podcast un petit moment pour parler aussi de ce qui nous passionne. Donc là, je vais vous parler de la saga Godzilla. 10 minutes pour parler de la saga Godzilla, c'est chaud, évidemment. Surtout qu'il y a plein de choses à dire, donc je serai succinct. Et aussi, je me suis appuyé pour cette chronique d'un livre, c'est Godzilla, l'Apocalypse selon Godzilla, chez Sœur d'édition. Donc je citerai les auteurs talentueux qui ont fait ça en fin de podcast. Mais en fait, je m'étais lancé dans un marathon l'année dernière de Godzilla parce qu'il y a plein de films, je voulais tous les regarder. Et j'étais à mi-parcours de mon marathon quand ce livre est sorti chez Sœur d'édition. Donc j'ai repris mon marathon à zéro parce que dans le livre, c'est pas mal. Il retrace chaque film avec des anecdotes pour chaque film, un résumé du film, etc. Donc à chaque fois que j'avançais d'un chapitre, je regardais un film. Donc c'est la chronique de 10 minutes, mais elle m'a pris, franchement, j'ai vu une trentaine de films et lu un livre de 300 pages pour la faire. Donc, quand même. Et quand même, hein, tu vois, il y a de l'investissement. Et pourquoi Godzilla ? Un petit fun fact, moi j'ai découvert Godzilla, franchement pas de la meilleure des façons, on va se l'avouer, mais enfant, sur le film, tu sais, avec Jean Reno, beaucoup l'ont découvert comme ça, le film de 1998 de Roland Emmerich. Je crois ouais, voilà, Roland Emmerich, qui est objectivement là maintenant que j'ai fait toute la saga et que je connais beaucoup mieux, pas le meilleur, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Disons que c'est pas vraiment un Godzilla en fait. Ça a les messages de Godzilla en fait, mais on sent quand même que c'est pas vraiment un Godzilla. Enfin voilà, on n'est pas sur la proposition des autres films. Et au-delà de Godzilla, moi je suis bercé par Evangelion, j'adore, c'est ma série animée et manga préférée. Dans notre jeunesse aussi, on a connu Bioman, Kamen Rider, avec les Super Sentai qui se transformaient en Megazord. Enfin bref, tout ce qui est Kaiju, Ega comme on dit, Pacific Rim, tout ça. Enfin bref, moi j'ai développé, c'est vrai, une grosse passion pour Godzilla. Avec tout ça, c'est un amalgame de tout, et puis la passion pour le Japon évidemment. Donc de ce terreau, forcément Godzilla, je pouvais que aimer. Donc retraçons un petit peu ce qu'est cette saga Godzilla. Donc encore une fois, je le dis, tout ce que je vais dire, je l'ai appris grâce au livre, surtout parce que je vais citer pas mal d'anecdotes. Mais est-ce que tu sais à peu près le nombre de films Godzilla, Kira, qui existent ou pas ? Oui, je dirais une 60aine à peu près. Non, quand même pas. Mais il y en a beaucoup. C'est environ 29 films japonais. 29 films japonais, 4 américains. 4, on peut mettre même 5 avec le Monsterverse, le film Kong, oui. Tu sais, Skull Island, là, qui est sorti il y a quelques années. Cette licence appartient à la Toho. Donc Toho Studio, immense studio de cinéma japonais à qui on doit des films d'Akira Kurosawa surtout, donc les 7 samouraïs, enfin bref, Akira Kurosawa c'est vraiment le maître du film de samouraï. Plus récemment Your Name, ils ont produit Your Name, et donc ouais, je le disais, 29 films japonais, et c'est divisé ces films en ères comme on dit. Il y a l'ère Showa qui est les films, les premiers films avec le premier réalisateur qui est Eiichiro Honda et Eiji Tsuburaya, désolé de l'avoir un petit peu écorché, qui lui a fait les effets spéciaux. Et c'est ça qui est aussi bien avec Godzilla, on le verra, c'est que en termes d'effets spéciaux, ils ont été très précurseurs sur plein de choses, et c'est vraiment des films, des films de techniciens. Parce que il y a le gigantisme de Godzilla, il y a sa représentation, il y a cette partie réalisation. Donc c'est ce qui rend aussi un petit peu le tout très 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 intéressant. En fait, pourquoi je voulais parler de la saga et pas trop de... Je ferai des films, c'est certain, en chronique, mais la saga, en fait... ce que j'ai appris sur la saga m'a vraiment ouvert mon regard sur Godzilla, parce que c'est des vieux films qui sont ils sont vraiment déjà passionnants. Il y a des très très bons films dans le lot, et en plus ce que j'apprécie, c'est que c'est une métaphore, ça représente un petit peu la société malheureusement traumatisée du Japon, parce que le premier film
Gojira, tout commence avec ce film en 1954, qui est vraiment un chef-d'œuvre, il faut le regarder, hyper intense et tout, enfin vraiment très bien, mais qui sort dans une période très compliquée pour le Japon, parce qu'on est à peine 10 ans après les bombes atomiques, la guerre, ils sont encore occupés, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais les États-Unis ont occupé post-guerre le Japon, oui. Donc c'est vraiment un pays qui est en train de se reconstruire, et c'est un message qu'envoie ce film. Le premier, c'est vraiment Godzilla, c'est un petit peu leur façon d'évacuer, ou en tout cas d'imager, d'illustrer un petit peu quand il y a quelque chose qui nous tracasse, il faut en parler. Voilà, ils ont fait ce film aussi pour parler de ces traumatismes, essayer de l'aller de l'avant. Pareil, en lisant, en parcourant ce livre, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que le peuple japonais, on voit vraiment à travers cette saga qu'ils ont une résilience qui est folle. Ils ont connu les atrocités de la guerre, ils ont fait aussi des choses qui sont pas très cool, le Japon, dans leur histoire, en Corée, en Chine, choses qui vont aussi eux-mêmes, grâce au film de Godzilla, parfois dénoncer leurs propres actions. Donc ça, c'est quand même plutôt dans les années 80-90, il me semble. C'est clair. Mais c'est déjà un grand pas que le Japon reconnaisse aussi ses crimes et aussi les illustre et en font cette critique. Ils sont passés par l'occupation américaine, je l'ai dit, par les crises économiques, l'ouverture petit à petit vers l'Occident, le tsunami qui a déclenché l'incident à Fukushima. Ils ont une ère industrialisation qui a été folle, une envolée économique. Et ce qui est fou, en fait, c'est de se dire que tous ces films qu'a produit la Toho ont accompagné ces transformations d'un pays. C'est vraiment une saga qui accompagne les Japonais dans ce qu'est leur société. Quand elle est plus florissante, quand ça va mieux, quand le Japon va bien, est en train de panser ses blessures et qu'économiquement ça va très bien, on est sur des films Godzilla qui sont peut-être un peu plus légers, plus familiaux, tu vois, qui ont moins ce côté torpeur, blessure, reconstruction. Par contre, quand ils sont dans des difficultés, crises économiques, etc., on retrouve un petit peu ça. Il y a eu un film aussi sur les désastres écologiques, avant-gardistes. Je crois que c'est encore une fois les dates, moi je suis très mauvais, mais je crois que c'était dans les années 80. Et tu vois, cette saga, elle a eu la capacité d'accompagner ce peuple vraiment dans leurs différentes crises. Et quand on aime le Japon, évidemment, j'ai trouvé que c'était une approche qui était ultra intéressante, de découvrir le Japon au travers de cette saga Godzilla. Enfin, moi, ça m'a... Tu vois, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment passionné. Ça m'a donné un nouveau regard, si tu veux, sur ce qu'est le Japon et Godzilla, évidemment. En effet, parce que Godzilla, ça reste un gros patrimoine culturel japonais. C'est pour ça qu'ils ont été très vexés à l'époque de la sortie de la version de Emmerich. C'est vrai que Alors, j'ai pas vu énormément de films Godzilla de base. J'essaye de m'y intéresser, car j'ai des amis sur un groupe ciné qui me bassine pour que je regarde beaucoup. Voilà, tout à fait. On m'a beaucoup conseillé Shin Godzilla, par exemple. Ouais, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Shin, celui-ci, donc par exemple. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment un pan culturel japonais et quelque chose qui est connu partout dans le monde, en fait. Et complètement. Et c'est vrai que c'est intéressant, et c'est un bon conseil de te dire de regarder les films, parce que tu verras que le Godzilla, parfois, il est destructeur du Japon, il représente une menace, parfois il est défenseur de la Terre ou même du Japon, donc tu vois, il est tantôt destructeur, tantôt défenseur, parfois vengeur, comme je disais, des crimes passés, parfois c'est, pour les premiers films, c'est le traumatisme, cette métaphore-là. Enfin, en tout cas, on a un Godzilla qui est dépeint de plein de façons différentes et qui a vraiment mûri avec le temps. Pour les films, quant à eux, donc oui, j'ai fait tous les films. Certains, je les ai fait en accéléré, j'avoue, parce qu'il y a à boire et à manger. Mais globalement, c'est assez inégal, mais il y a quand même des gros chefs-d'œuvre. Celui de 1954, toi, de regarder des vieux films, ça te dérange pas trop, et je te conseille vraiment de le regarder. C'est un chef-d'œuvre incontesté, très intense, très dramatique. Les musiques sont lourdes, mais à la fois très marquantes. Quand on a accepté le fait qu'en effet on a un Godzilla avec quelqu'un dans un costume, voilà, aujourd'hui on a des techniques qui font que tout paraît réel, mais franchement il a une telle intensité, ce film. On comprend, tu vois, qu'ils l'ont fait de façon pas anodine. C'est vraiment fait avec quelque chose derrière, tu vois, un fond qui est très, très intéressant. Il y a eu les films avec Mothra que moi j'aime bien. Mothra, je sais pas si tu vois qui c'est une sorte de grosse... un gros papillon de nuit, c'est la grosse mythe, moitié là, qui est lui plutôt vraiment protecteur de la Terre.
Il est plutôt toujours gentil. Après, ils ont fait une version un peu méchante de Mothra, mais globalement, il est très cool. Les épisodes avec Mechagodzilla sont bien, avec Ghidorah aussi, méchant très connu. Il y a un film qui est incroyable, c'est Godzilla GMK de Kaneko, le réalisateur, qui a fait aussi des films sur Gamera. Gamera, je sais pas si tu connais, c'est aussi un gros film de monstre. C'est une sorte de tortue préhistorique, une grosse tortue préhistorique géante. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui, je vois. Ouais, tu vois. Oui, bon, il y a eu des films, oui, assez kitsch, c'est vrai, kitsch dans leurs propos, kitsch dans le rythme. Voilà, il y a de tout, parce qu'en même temps, le rythme a été très élevé pour sortir autant de films en peu de temps. Les coupes budgétaires à l'auto, ça y allait quand même parfois beaucoup. Donc c'est compliqué. Il y a Shin Godzilla qu'on t'a conseillé, et on te le conseille certainement parce que c'est Hideaki Anno qui est derrière. C'est pas le seul, ils sont deux, mais il y a Hideaki Anno qui a fait Evangelion. C'est en partie pour ça qu'on le conseille. Entre autres, bah oui, et le film est, c'est vrai, exceptionnel. Et le Monsterverse, donc les derniers films américains qui, franchement, sont pas mal. Mais en tout cas, c'est vraiment un film fondateur d'un genre qui est le Kaiju Yega. Donc, c'est des gros monstres qui envahissent la Terre et souvent, c'est des robots en face qui vont se fighter comme dans Pacific. Moi, de loin, je vois un peu le monstre de Godzilla comme un courant d'eau, tu vois, un élément naturel qui peut à la fois être positif pour les petits villages à côté d'un courant d'eau qui apporte la vie, des choses comme ça, mais qui peut être terriblement destructeur en fait si il est contrarié ou utilisé à mauvais escient en fait. Et c'est un peu ce que représente pour moi Godzilla en tout cas. T'as pas tort, hein, c'est une bonne métaphore parce que il a son instinct déjà. Et le premier film, en fait, je l'aime vraiment trop le premier film parce qu'à un moment il se pose cette question: est-ce qu'on tue Godzilla ou pas? Parce que ça reste quand même un être unique, peut-être une aberration de la nature, mais c'est un être vivant qui est incroyable. Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions philosophiques qui se posent et qui sont très actuelles. Donc un film de 1954 peut être encore tout à fait actuel. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Avant la conclusion, dans ce livre, on apprend plein d'anecdotes. Et moi, franchement, c'est ce que j'adore, les anecdotes. Si je te dis qu'il a failli avoir un crossover improbable entre Batman et Godzilla en 1966, Kira, tu te rends compte? Mon Dieu. Franchement, quand je lisais ça, je me dis, il faut que je cherche ce film. Et après, ils ont expliqué qu'il n'est pas sorti, j'étais fou. Dans le livre, on apprend aussi que la création des tu sais, les drive-in, les cinémas en voiture aux États-Unis, ça a été créé parce que les gens quittaient petit à petit les centres-villes. On a aussi la naissance de la télévision au Japon. Qu'est-ce que ça a changé sur la saga Godzilla? Les premiers films aussi, certains films, il y avait une erreur dans la caméra qui était passée en 72 images par seconde pour les combats. C'est une erreur qu'ils ont gardée. Il y a des mecs qui se sont blessés aussi dans le costume de Godzilla, qui se sont évanouis et tout. Ça, c'est vraiment ultra croustillant. Il y a même un rapport avec le jeu vidéo. On parle de Hideo Kojima dans le livre, basé sur Godzilla. Il y a un rapport entre Hideo Kojima et Godzilla, je dirais pas lequel, pour vous forcer à lire le livre. Avec Ico aussi, la musique de Fumito Ueda. Enfin, il y a plein de choses. Aussi, petite anecdote que j'ai appris pour toi, Kira, je l'avais noté. Guillermo del Toro, je savais pas, mais il a failli adapter les montagnes hallucinées de Lovecraft. Mais il est parti sur Pacific Rim. C'est ouf, ça, quand même. Pour le coup, il est toujours dessus d'ailleurs. Il a prévu, alors c'est toujours au stade de projet, mais aux dernières nouvelles, il voudrait faire un animé en fait, un animé Montagne d'hallucinés pour pas être embêté, on va dire avec des contraintes, avec des vrais acteurs ou quoi que ce soit. Donc certains parlent d'un animé en stop motion, d'autres personnes parlent d'un animé de façon plus traditionnelle. Mais en tout cas, je suis ça avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention. Et aussi, j'ai appris que dans un Godzilla, il y avait McCreary qui avait participé à la bande-annonce, qui a fait les musiques de Battlestar Galactica, que toi et moi, on adore, qui avait participé aussi aux musiques de God of War. Quand on a une saga qui est aussi riche et aussi dense, forcément, il y a trop de choses à en dire. C'est pour ça qu'en 10 minutes, c'est impossible. Oui, c'est pas possible. Donc, je vais passer directement à la conclusion. Et j'espère en tout cas en peu de temps avoir montré la passion pour cette saga. C'est absolument incroyable. C'est d'une richesse qui est folle. Et le livre, comme je dis, donc l'Apocalypse selon Godzilla chez Sœur d'édition. Avant, j'étais fan du monstre Godzilla. Maintenant, je suis toujours fan, mais un peu plus instruit quand même. Je comprends pourquoi, si tu veux, cette saga a quelque chose, tu vois, une patte qui est différente. Une telle aura. Ouais, une telle aura. Et je trouve vraiment l'intelligence rédactionnelle de l'ouvrage, ça a été qu'on soit fan de Godzilla comme moi,
novice de la saga, qu'on aime le cinéma, enfin bref, tout le monde y trouve son compte. On parle de techniques de cinéma, on parle de la genèse de plein de choses, on parle de l'essor économique du Japon, on parle de ce qu'ils ont connu, on parle de leur société. Bref, c'est vraiment, tu vois, hyper dense, hyper riche. Donc il n'y a pas que les fans de Godzilla qui peuvent vraiment le lire. Et quant au lézard le plus connu du monde, moi, franchement, j'adore parce que je trouve il est unique, tu vois, il a quelque chose il est colossal dans ce qu'il représente, dans l'aura qu'il a, comme tu disais. Et franchement, je suis ultra fan. Ouais, il faut vraiment que je m'y mette. Plusieurs fois, je me suis dit. Après, tu les as tous, toi ? Bah oui, je les ai tous, du coup. Et le livre, je l'ai dit, chez Sœur d'édition. Et les auteurs, du coup, c'est coécrit par Nicolas Denéchaud, donc très sympathique au demeurant. On a discuté sur Twitter et tout. Il nous suit, on partage de temps en temps. Enfin, un mec au top. Et Thomas Giorgetti. Donc j'espère leur avoir en tout cas rendu honneur pour ce travail colossal qui vraiment, je te dis, j'ai l'impression d'avoir des œillères qui ont parti et de comprendre pourquoi tu vois, ces films sont vraiment aussi bien. C'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est ce qu'il y a derrière le cinéma en fait. C'est parfois certaines histoires sont des fois même plus intéressantes que certains films et c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on veut connaître comment ils en sont arrivés là. Donc si t'as le bouquin, je te le taxerai aussi d'ailleurs. Ouais, carrément, je te le prêterai avec grand plaisir. Et comme tu dis, il n'y a pas que le film qui compte, il y a aussi l'intention. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'en lisant tout ce livre, que Godzilla a été presque d'intérêt public, tu vois, pour le Japon. Ils avaient besoin d'exprimer ça, ils avaient besoin de l'exprimer, de le voir, que même les spectateurs japonais. Et c'est dur à comprendre pour nous occidentaux, on a juste l'impression de voir des monstres en costume se battre, mais vraiment, il y a un fond derrière. Et je pense que c'est une saga qui a participé à soutenir en tout cas l'effort moral des Japonais dans cette période. Japonais, oui, tout à fait. Et franchement, c'est beau, rien que ça, tu vois, je trouve. Faut que je te prête un film japonais qui devrait te plaire, un peu, années 70, ça s'appelle Super Express 999, c'est sur un train qui va à grande allure, et je pense que je l'ai regardé l'autre jour, je pense à toi, ça devrait te plaire. Ouais, carrément, moi j'adore les films japonais. Moi, sur ces belles paroles, on va conclure un épisode un petit peu plus long, mais en même temps, quand on parle d'Alien et de Final Fantasy et de Godzilla, 3 choses qui nous passionnent, c'est compliqué de faire. Alors, je vais finir sur une fun fact. Tu m'as dit que Batman aurait dû avoir un crossover avec Godzilla et ça ne s'est pas fait. Par contre, il a eu 2 crossovers avec Alien en bande dessinée, qui s'appelle Batman contre Alien. Et la première, moins bien, mais la deuxième est très très cool et je vous la recommande. Je vous les recommande. Joli, t'arrives à placer ça, c'est beau. Franchement, toujours dans le thème. Sinon, pour mon sujet de la semaine prochaine, je vous avoue que je ne sais pas encore. Donc mon teasing, ça va être du néant. Et toi, tu vas nous parler de quoi la semaine prochaine ? Si j'ai fini Final Fantasy XVI, si j'ai pas fini, il va falloir que je trouve un jeu de substitution, sachant que je joue qu'à FF. Mais c'est pas grave, j'ai plein de jeux finis récemment dont j'ai pas parlé en podcast, donc il y a de quoi faire. Donc peut-être FF, sinon autre chose. Mais il y aura, quoi qu'il arrive, il y aura un jeu de toute façon et un sujet hors sujet de toute façon. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien. Merci pour votre écoute. On vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao.